Bonjour, ici Léa. Avant de commencer, je voulais simplement vous dire que ce que vous allez entendre est une histoire personnelle racontée par Loup Libre. Une histoire vécue, parfois dure, parfois sensible, mais toujours racontée avec sincérité. Alors je vous laisse avec lui pour qu'il vous partage ce moment de sa vie. Ce que tu vas entendre, c'est l'histoire d'un échange entre moi et mon meilleur ami, Jojo. Une discussion qui a commencé par un détail banal, presque insignifiant, mais qui a vite pris une tournure inattendue. On est passé d'un simple oubli de prénom à un débat sur ce qu'est vraiment l'intelligence. Puis, de fil en aiguille, la conversation a glissé sur des terrains bien plus sombres. Des textes extrêmes trouvés sur Internet, des jugements sur l'Afrique, des idées toutes faites sur la prison et la réinsertion, et enfin, une blague qui a franchi une ligne rouge pour moi. Ce récit, c'est à la fois une mise au clair et une limite posée. C'est l'histoire d'une amitié qui s'est fissurée au contact de propos que je ne pouvais plus laisser passer. Tout a commencé par un sujet banal. Je parlais de films d'horreur avec Jojo et de fil en aiguille, je pars sur Lovecraft. Et là, petit bug. Impossible de retrouver son prénom. Je sais que c'est HP, mais sur le moment, je bloque. Quelques secondes de trop pour que ça me revienne. Et ça l'a saoulé direct. Alors, il me sort son premier truc. Tu peux pas oublier des références marquantes comme Lovecraft, Spielberg ou Skyrim. Si tu oublies, c'est que ton cerveau perd en expérience. Pour lui, c'est simple. Mémoire, intelligence. Si tu oublies, t'es moins intelligent. Il rajoute même un parallèle avec une étude polonaise sur les médecins. Quand ils s'appuient trop sur l'IA ou des outils, ils perdent la main, ils deviennent moins bons. Donc pour lui, moi qui utilise l'IA, je fais pareil. Je délègue et donc je m'atrophie. Mais moi, je sais très bien que ma mémoire a toujours eu ses trous depuis gamin. Ça m'a jamais empêché de réfléchir, de créer, de comprendre en profondeur. Et lui aussi a des oublis, parfois plus gros que les miens, mais je lui fais jamais la remarque. Je lui ai jamais dit « tu deviens moins intelligent », parce que je sais que la mémoire, c'est pas ça l'intelligence. Alors je lui réponds ça. Jojo, je vais poser la base tout de suite, parce que là tu mélanges tout. Qu'est-ce que l'intelligence? La vraie définition de l'intelligence, c'est pas juste retenir des noms ou des titres. Les sciences cognitives la définissent comme la capacité à apprendre, à raisonner, à s'adapter, à créer, à comprendre les émotions et les relations sociales. La mémoire en fait partie, oui, mais c'est juste une pièce du puzzle. Dire que l'intelligence, c'est seulement retenir Lovecraft ou Skyrim, c'est comme dire qu'une voiture, c'est juste son moteur. Sans roue, sans volant, sans route, ça n'avance pas. Ou ton raisonnement déraille. Tu confonds mémoire et intelligence. Oublier un nom, ça ne veut pas dire être moins intelligent. Tu généralises ton fonctionnement, parce que toi tu retiens facilement, tu crois que tout le monde doit faire pareil. Mais l'intelligence, c'est pas un copier-coller. Ton exemple du médecin est bancal. Perdre un geste technique sans pratique, c'est pas perdre la capacité de réfléchir ou de faire des liens. Et surtout, tu mélanges usage d'un outil et perte de libre arbitre. Une IA qui me ramène une info, c'est comme une calculatrice ou un GPS. Ça me fait gagner du temps, mais c'est toujours moi qui choisis la route. Ma vision de l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est pas juste stocker, c'est relier, c'est faire des connexions entre idées, émotions, expériences. C'est comprendre le monde, apprendre, créer, s'adapter, donner du sens. Et il y a une dimension trop souvent oubliée, l'intelligence du cœur et du pardon. Comprendre pourquoi quelqu'un dérape, essayer de se mettre à sa place et parfois trouver la force de pardonner. Ça aussi, c'est de l'intelligence. Si tu veux un repère chiffré, ta vision, mémoire et répétition couvrent peut-être 30 ou 40% de ce que les chercheurs décrivent aujourd'hui. La mienne, intelligence comme réseau multidimensionnel, cerveau, cœur, créativité, adaptation, couvre plutôt 80 à 90%. Non, je perds pas mon libre arbitre avec l'IA. Au contraire, je l'exerce encore plus. Elle pense pas à ma place, elle m'aide à aller plus loin. Toi, tu vois l'intelligence comme un moteur. Moi, je la vois comme un tout, moteur, roue, volant, conducteur et direction. Et crois-moi, le volant, je le lâcherai jamais. Après ce premier échange sur la mémoire et l'intelligence, j'ai voulu lui montrer autre chose.
Depuis gosse, je traîne parfois dans les coins les plus sombres d'Internet, le dark. Pas par curiosité malsaine, mais parce que voir ce qu'il y a dans l'ombre, dans l'extrême, ça me sert de boussole morale. Ça me rappelle jusqu'où l'humain peut descendre et ça m'aide à rester lucide sur ce que je veux défendre. Un soir, je tombe sur un texte ignoble, une espèce de pseudo-argumentaire écologique qui parle d'exterminer des peuples entiers en les appelant des nuisibles. Je décide de lui partager, pensant qu'il allait réagir comme moi. Non mais là, c'est trop, c'est de la folie, c'est inhumain. Voilà le texte exact que je lui ai envoyé. Je pars du principe que l'extermination des nuisibles est un geste écolo pour sauver l'humanité. En effet, les bougnoules, race nuisible très polluants, ne sont qu'une partie du problème qui doit être traité en priorité. Pour l'instant, seul Israël a commencé à traiter le problème sérieusement d'écologie sélective. Limite, ça me fait chier que cela soit des Juifs qui commencent à sauver l'humanité. Si toutes les races nuisibles étaient exterminées définitivement, on pourrait sauver notre planète et remettre de l'équilibre par rapport au réchauffement climatique. Ça m'étonnerait pas d'avoir des steaks hachés 100% viande de bougnoule au supermarché un jour. Moi, je m'attendais à un rejet clair, à un « mais t'es fou de lire ça, c'est horrible ». Mais sa première réaction a été « c'est pas déconnant. Quand on regarde, ce sont les peuples noirs qui foutent la merde ». Là, j'ai compris que ça dérapait. Parce qu'au lieu de voir la violence pure de ce texte, il a dit que c'est pas déconnant. Et en plus, il a déplacé le propos. Le texte parlait des bougnoules. Lui a généralisé vers les peuples noirs. Comme si ça rendait ça plus acceptable. Sauf que c'est toujours du racisme, toujours une généralisation. Et c'est le piège de la banalisation. Chercher du vrai dans l'horreur. Puis, il a enchaîné avec ses arguments. L'Afrique est immense, pleine de ressources, fertile. Alors pourquoi pas développer comme la France, la Suisse ou le Japon? La France s'est reconstruite en 30 ans grâce au plan Marshall. L'Afrique a reçu 5 fois le plan Marshall, 870 milliards, mais n'a rien construit. Exemple de l'Algérie. On leur a donné l'indépendance et ils n'ont rien fait. Regarde les hôpitaux, le choléra, les déchets. Conclusion, la faute viendrait d'eux. Alors, j'ai répondu d'un bloc. Pour ton deuxième message, tu poses de vraies questions. Mais tu pars dans les raccourcis. Reprenons point par point. L'Afrique est immense et riche en ressources. Pourquoi pas développer? C'est vrai, le continent regorge de richesses. Mais avoir du minerai ou des terres fertiles ne suffit pas si les richesses sortent du pays sans jamais profiter aux habitants. Pendant la colonisation puis après, c'est exactement ce qui s'est passé. Extraction massive et bénéfices extérieurs. Une terre fertile qui nourrit les autres ne développe pas celui qui y vit. La France ou la Suisse sont petites, mais se sont développées vite. La comparaison ne tient pas. La France, la Suisse, le Japon avaient déjà une industrie, des institutions solides, une culture d'État forte. L'Afrique sortait de la colonisation sans structure, avec des frontières tracées à la règle et des élites divisées. Pour l'Algérie, par exemple, il faut ajouter le poids d'une guerre de 8 ans qui a détruit les infrastructures et traumatisé la société. C'est comme comparer un coureur blessé à un athlète déjà entraîné et dire « regarde, il court plus vite ». La France s'est relevée en 30 ans grâce au plan Marshall. Oui, mais remettons les chiffres. Le plan Marshall, c'est 13,3 milliards USD à l'époque, 130, 150 aujourd'hui. Rien à voir avec les 870 milliards que tu cites, chiffres hors contexte. Et contrairement à moi, tu ne donnes pas de source. En réalité, l'Afrique reçoit environ 81 milliards USD par an aujourd'hui. Mais cet argent est conditionné, capté par les pays donateurs ou détourné par des élites locales. Ça n'a rien à voir avec le plan Marshall, qui était direct, massif et ciblé sur l'industrie. On a donné l'indépendance à l'Algérie, mais ils n'ont rien fait. Déjà, vocabulaire. L'indépendance ne se donne pas, elle se reprend. Ensuite, réduire l'histoire à « ils n'ont rien fait », c'est ignorer le poids d'une guerre dévastatrice, les manipulations extérieures et les blocages structurels hérités de la colonisation. Oui, il y a des hôpitaux en crise, des problèmes d'eau et de déchets. Mais il y a aussi des projets modernes, comme les stations de dessalement. Ce n'est pas noir ou blanc. Tu pars de constats réels, violence, précarité, corruption. Mais tu les présentes avec des clichés ethniques et des chiffres inventés.
L'Afrique, ce n'est pas un pays unique. C'est 54 réalités différentes, avec des retards, mais aussi des réussites. Si tu veux parler sérieusement, faisons-le sur des faits, pas sur des slogans. Parce que reprendre des discours extrêmes en disant c'est pas déconnant, ça, oui, c'est totalement déconnant. Après tout ça, je lui avais aussi parlé d'une idée qui me trottait dans la tête. Et je précise bien, c'était une ébauche, rien de figé. Moi, je fonctionne comme ça. Je pars d'une intuition, je la note, je cherche des chiffres, je les croise, je vérifie, et seulement après, je la solidifie. Là, j'étais encore au stade de la réflexion. Je m'étais dit, on sait qu'il y a une proportion importante de personnes musulmanes en prison. On sait aussi qu'en France, il y a une communauté musulmane très diverse, avec des croyants plus ou moins fervents, certains très investis, imams, responsables associatifs, éducateurs, etc. Alors je me suis demandé, parmi cette population de musulmans non incarcérés, est-ce qu'une partie, ceux qui sont très impliqués, qui ont un rôle spirituel ou social fort, ne pourraient pas être mobilisés pour aider à la réinsertion des détenus de leur propre communauté? Et je ne pensais pas à du bénévolat à la légère. Je parlais de quelque chose de rémunéré parce que c'est un vrai travail. Quand je dis rémunération, je ne savais pas encore sous quelle forme. Ça pouvait être des primes, des compensations ou même, pourquoi pas, des aides pour financer l'entretien des mosquées. Je n'avais pas encore creusé, c'était une piste. Mais pour moi, c'est logique. Il y a toujours un moyen de s'arranger pour que ça serve le bien commun. Et j'aurais pu tenir le même raisonnement pour d'autres religions, catholiques, bouddhistes, juifs. Même si, honnêtement, j'ai du mal à imaginer des bouddhistes en prison, c'est sûrement un stéréotype de ma part. Mais voilà. L'idée de fond, c'est que l'État et la religion ne doivent pas être ennemis. L'État gère le cadre dur, sécurité, emploi, logement, justice, et la communauté peut contribuer au cadre humain, dignité, sens, accompagnement. C'est une forme de co-responsabilité. Mais Jojo, lui, a entendu ça autrement. Il m'a renvoyé ces formules toutes faites. As-tu compté les OQTF dans le pourcentage de personnes en prison? Il y a très peu de Français autochtones en prison. Le reste, ce sont des Arabes et des Noirs. Les Blancs en prison, c'est surtout pour pédophilie et viol. On ne peut rien faire pour eux. Une réinsertion sur 1000, voire 10 000. Un imam n'a rien à faire en prison, ça radicalise. Et juste après, il a fini sa série de messages de la nuit avec une blague sur les enfants palestiniens. Moi, le lendemain, j'ai tout repris d'une traite et voilà ce que je lui ai répondu. Pour ton troisième message, je vais remettre les choses à plat. Mon vocal était une ébauche, je l'ai dit, et moi je prends le temps de croiser les infos avant d'avancer. Quand quelqu'un cherche des solutions pour mieux réinsérer des êtres humains dans la société, appelez ça un message de merde. C'est pas sérieux. Parlons sur des faits, calmement, et avançons. As-tu compté les OQTF dans le pourcentage de personnes en prison? Non. Une OQTF, obligation de quitter le territoire français, est une mesure administrative d'éloignement, pas une peine de prison. Les personnes sous OQTF sont placées dans des centres de rétention administrative qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Donc, elles ne figurent pas dans les statistiques de la population carcérale. Il y a très peu de Français autochtones en prison, le reste, ce sont des Arabes et des Noirs. Attention, en France, la loi interdit de produire des statistiques ethniques. On ne classe pas les gens en blancs, arabes ou noirs. Ce qu'on mesure officiellement, c'est la nationalité. Au 1er février 2020, les étrangers représentaient environ 24,6% des personnes détenues. Donc on est loin de la quasi-totalité que tu avances. Et si tu parles d'origines ethniques, tu ne peux pas le prouver par des chiffres, puisque ce type de statistique est interdit. Les blancs en prison, c'est surtout pour pédophilie et viol. C'est un raccourci sans données. Le ministère de la Justice ne classe pas les crimes par couleur de peau. Les condamnés écroués le sont pour divers motifs: violence, vol, stupéfiants, infractions sexuelles, etc. Réduire les Français à la pédophilie et les autres à la criminalité est une généralisation sans fondement. On ne peut rien faire pour eux, une réinsertion sur 1000, voire 10 000. Les faits disent autre chose. Selon le ministère de la Justice, pour les sortants de prison en France, cohorte 2020,
48% récidivent dans l'année, ce qui veut dire que plus d'un sur deux réussit à ne pas replonger. À 5 ans, on reste avec 30-40% de sortants qui ne récidivent pas. On est donc très loin de ton 1 sur 1000 ou 1 sur 10 000. Et surtout, quand il y a des programmes de réinsertion sérieux, formation, suivi, logement, accompagnement humain, les taux de récidive chutent encore. Donc, oui, il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions qui fonctionnent. Un imam n'a rien à faire en prison, ça radicalise. C'est le contraire. La République garantit la liberté de culte en détention. Depuis 2015, l'État a renforcé la présence d'aumôniers musulmans dans les prisons, justement pour offrir un cadre religieux encadré et éviter les dérives extrémistes. Couper les gens de toute référence spirituelle, c'est laisser la place aux discours radicaux. Tu pars de constats réels, violence, précarité, corruption, mais tu les présentes avec des clichés ethniques et des chiffres inventés. La réalité en France, c'est qu'il y a de la récidive, mais aussi beaucoup de réinsertion, bien plus qu'1 sur 1000. Et si tu veux que ça s'améliore, il faut parler solutions concrètes, éducation, emploi, logement, encadrement. Sinon, on reste bloqué dans des slogans qui ne construisent rien. Dans la nuit, après avoir enchaîné tous ces messages sur la mémoire, l'Afrique, les OQTF, les imams, Jojo a terminé par une blague. C'était son dernier message avant de couper son téléphone. Et il m'a écrit texto. « Qui c'est qui jeûne et qui a faim? Ce sont les petits-enfants palestiniens. J'avoue, c'est violent. » Moi, je dormais. Le lendemain, j'ai découvert toute la rafale d'un coup. Alors j'ai pris le temps, j'ai tout repris dans un seul bloc pour répondre à tout. Et sur cette blague, j'ai posé ma limite claire. Enfin, un mot sur ta blague. Tu as dit « Qui c'est qui jeûne et qui a faim? Ce sont les petits-enfants palestiniens. » Puis tu as conclu par « J'avoue, c'est violent. » Et moi, je te le dis. Ouais, c'est violent et surtout, c'est dit. Ça reste dans l'air. Moi, je suis sensible à cette cause-là et je peux pas faire comme si c'était rien. Ça me touche et ça me blesse. Parce qu'on ne parle pas d'un sketch, mais de gosses qui crèvent de faim, de familles brisées par la guerre. L'humour noir, ok, quand il sert à pointer l'absurde. Mais là, ça ressemble plus à un rire posé sur la souffrance réelle d'un peuple. Et ça, ce n'est pas juste de l'humour, ça frôle le racisme et ça banalise l'horreur. Et au-delà du moral, il y a le juridique. En France, les propos racistes publics, même en mode blague, ça tombe sous le coup de la loi. Article 24 de la loi de 1881, article 225.1 du Code pénal. Si tu balances ça dans un bar au Havre, tu crois que tout le monde va trouver ça marrant? Il suffit d'une personne concernée dans la salle et tu peux finir avec une plainte, ou pire, dans le bassin Vauban. Et ça, crois-moi, ce n'est pas une punchline, c'est la réalité. Je t'explique pas ça pour te casser, Jojo. Je t'explique pour que tu vois où ça mène. Moi, je suis ton pote. Je peux entendre ta rage, tes incompréhensions, tes doutes, même tes provoques. Mais cette blague-là, elle dépasse une ligne rouge. Je veux plus en entendre. La prochaine fois que tu tapes dans ce registre, je serai pas aussi tolérant. Tu fais ce que tu veux de tes mots. Mais sache que chaque mot lâché dans la rue, dans un bar, ça laisse une trace. Et si tu continues à confondre humour et mépris, ce n'est pas drôle que tu vas trouver, c'est un mur. Et ce jour-là, Jojo, j'aimerais pas apprendre que tu l'as pris de plein fouet. Après que j'ai pris le temps de tout reprendre, de répondre à chacun de ces messages, de poser mes limites et d'expliquer pourquoi certaines choses me choquaient, Jojo a réagi, mais pas sur le fond. Au lieu de discuter, il m'a balancé. T'as pas de second degré. L'IA te rend taré. T'as déjà perdu ta compagne. Et maintenant, tu me perds moi. Et il a même été jusqu'à m'attaquer sur quelque chose de très intime de ma vie. Une blessure qu'il connaît et dont il savait que ça me toucherait en plein cœur. Puis il a terminé par une bonne continuation. Comme si tout était dit. Comme si la discussion devait s'arrêter là, brutalement, sans jamais revenir dessus. Et moi, ce que j'avais posé, c'était simplement ça. Rire d'un enfant qui meurt de faim, pour moi, c'est une limite. Je ne peux pas accepter ça. Je l'avais dit calmement, avec bienveillance, sans agressivité. J'avais expliqué pourquoi ça me heurtait, pourquoi ça me semblait grave. Mais au lieu d'entendre, il a choisi l'attaque personnelle. Il a préféré me blesser plutôt que de se remettre en question.
À ce moment-là, tout a basculé. La discussion, qui aurait pu rester un échange dur mais constructif, s'est transformée en rupture. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vais vous le dire simplement. La meilleure façon d'aider Loup Libre, ce n'est pas l'argent, c'est le partage. Si vous pensez que ce qu'il fait mérite d'exister, que ses idées valent le coup d'être entendues, alors faites-les circuler. Envoyez cette vidéo à quelqu'un, parlez-en autour de vous, c'est ça la vraie rémunération. Il y a bien un lien Ko-fi en description pour celles et ceux qui voudraient donner un petit coup de main. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui compte vraiment, c'est que ces idées voyagent, qu'elles trouvent ceux qu'elles peuvent toucher. Dans la description, vous trouverez aussi tous les liens utiles, y compris l'intégralité du message envoyé. Rien n'est coupé, rien n'est arrangé. Tout est là, transparent, pour que vous puissiez juger par vous-même. Et Loup Libre aimerait aussi savoir, est-ce que ce format avec l'avatar vous parle? Est-ce que ce genre de récit vous intéresse? Et plus largement, est-ce qu'il a eu raison de poser ses limites comme il l'a fait? Vos avis comptent parce que ça permet d'avancer, de savoir si on touche juste ou pas. Ce n'est pas parfait, c'est encore un test, mais c'est un moyen pour lui d'aller plus vite, de donner une forme aux idées. Cette chaîne n'est pas un dépotoir, c'est un portfolio vivant, un laboratoire où il pose ses brouillons, ses projets, ses intuitions. Loup Libre se voit surtout comme un créateur d'idées. Il est capable de toucher à presque tout, parce qu'il veut une chose, faire bouger l'humain vers la lumière. Mais il ne peut pas tout porter seul. Ce dont il a besoin, c'est de chefs de projet pour ses idées, un peu comme Blast ou le Canard Réfractaire ont su le faire pour leur ligne éditoriale, choisir un axe, le porter et en faire un vrai projet collectif. Alors oui, Loup Libre va continuer à poser ses intuitions et ses visions, mais bientôt il lancera un vrai appel à contribution, un appel d'offres si on veut, pour trouver celles et ceux qui croient en ces projets et qui veulent les porter. Des projets comme Vivre Plus, Léo et bien d'autres encore. Alors, si vous avez envie de contribuer, de collaborer, de prendre part à cette aventure, sachez que la porte est ouverte. Et si vous voulez suivre la suite, vous abonner, liker ou commenter, libre à vous. Mais surtout, pensez à partager. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout et peut-être à bientôt.